nature, elle est là. Regarde, les arbres, ils sont tous là, tes arbres, ils sont là. La Loire, elle est là. On était là pour la Loire. Nous, on n'était pas là pour rester, on était là pour sauver la nature. Ainsi, la rivière de Loire, dans sa haute vallée de Serre de la Fare, ne serait pas barrée par 420 000 tonnes de béton. Ce barrage, qui ne se ferait pas, fut la première brèche dans le plus grand plan d'aménagement du territoire du XXe siècle. 4 barrages sur la Loire, l'Allier et le Cher devaient à la fin des années 80 transformer l'écologie et l'économie d'un bassin s'étendant sur le quart de la France. Les 3 barrages les plus importants, finalement, ne furent pas érigés, au terme d'une bataille de 10 ans entre écologistes et aménageurs. Pourtant, et contrairement au Larzac ou à Notre-Dame-des-Landes, cette ZAD géante est aujourd'hui un peu oubliée. C'est une lutte, c'est un combat, c'est un engagement citoyen qui a été très fécond, puisque à partir de lui, le gouvernement français a lancé plusieurs plans grands fleuves. Mais pour en arriver là, il aura fallu que dans la haute vallée du fleuve, en amont du Puy-en-Velay, se lève un vent de révolte contre le premier barrage projeté à Serre de la Fare. Ça a commencé tout simplement par le fait qu'un journaliste, Jean Grimaud, et j'aime à saluer son travail, dans un petit journal local qui s'appelle L'Éveil, a fait une tribune sur 2 pages pour dire le barrage va se construire et la peine des Ligériens est immense. Il a évoqué cette émotion-là, la peine. Et ça a mis en mouvement tout un petit peuple qui était attaché à ce fleuve, qui ignorait totalement qu'un grand barrage allait se construire, et qui d'un coup s'est dit on va perdre quelque chose qui fait partie de notre cœur, de notre vie, de notre âme. 10 000 habitants de la région écrivent alors leur opposition lors de l'enquête publique. Mais cela ne suffit pas. Et le 11 février 1989, Michel Rocard signe le décret d'utilité publique du barrage de Serre de la Fare. Moi, j'étais parti pendant les vacances de Noël en Hongrie, en Autriche, et j'avais vu que là-bas, les populations avaient gagné contre des projets de barrages similaires en occupant des sites. Et on a lancé dans la nuit l'occupation du site, et c'est parti. C'est cette histoire-là qui remonte à la surface grâce à la bande dessinée qu'Alain Bujac s'apprête à publier chez Gallimard. Quand vous bloquez le premier camion. Le premier, ouais. Oui, j'ai même repris là, ce que tu m'avais raconté pour vous laver et tout, là où vous preniez de l'eau. Je crois que vous aviez fait comme un sauna en fin de compte. Oui, voilà, on se faisait des sweat lodges. On apprenait à vivre à l'indienne. Pendant 5 ans, ces nouveaux Indiens se relaient sur le site, été comme hiver, et ils sont rudes en Haute-Loire. Vous ne pouvez pas savoir ici l'éclatement du printemps, quand ça devient même fou, parce que vous entendriez pas parler là, tellement ça piaille, tellement la vie est belle, tellement les oiseaux. Personnellement, c'est ce pourquoi je combats, c'est pour cette vie-là. Mais en aval, à Brive-Charensac, cette vie-là n'était pas le choix de tous. Toutes les petites entreprises qui ne demandent pas de subventions, qui marchent, qui emploient des femmes dans les campagnes, par exemple, tout ça, ça disparaît, ça ferme. Pourquoi? Pour sauver quelques petits oiseaux là-bas, dans 15 km de gorge qu'on va inonder. Le barrage était en effet censé empêcher le retour d'une tragédie. En septembre 1980, une crue avait dévasté Brive-Charensac, détruisant des installations industrielles et surtout faisant 8 victimes, dont 2 enfants. L'eau est arrivée à toute vitesse. J'étais en face avec la voiture, j'ai pas pu traverser tellement l'eau montait vite. Et impossible, avec le courant qu'il y avait, ça emmenait les voitures, ça emmenait une citerne d'essence, tout ce qu'on voulait. Et la solution, ce serait évidemment le béton du barrage, une solution moderne quoi. On doit quand même domestiquer notre nature. On ne doit pas la laisser à l'état brut, on ne va pas vivre dans la Haute-Loire dans des réserves. Mais le 1er mai 1989, 10 000 manifestants déferlent dans les rues du Puy-en-Velay pour en finir avec cette logique où modernité ne pourrait rimer avec naturalité. Les militants de Loire Vivante se mettent au travail, avec des scientifiques, des ingénieurs, des urbanistes, et font émerger des solutions nouvelles, à commencer par le déplacement, financé par l'État, des usines qui étaient en zone inondable. Brive-Charensac, il n'était pas question de modifier fondamentalement l'urbanisme de la ville, et notamment les ponts. Et donc on a creusé
le sol de Brive-Charensac, sur à 1,50 m, ça a été des travaux qui ont duré 3 ans, des travaux très lourds. On a construit des seuils, donc on a remplacé un énorme grand barrage par 3 petits barrages amovibles, ce qui permet de montrer que nous, on n'est pas des anti-barrages de base. Et on a vu dès 1996, à la fin des travaux, qu'une crue relativement importante, une crue trentenale, est passée sans encombre. Et depuis toutes les crues qui sont passées, avec cet élargissement du lit du fleuve, avec ce déplacement des usines, avec la revégétalisation, c'est devenu très beau, Brive-Charensac. D'ailleurs, la cote mobilière des habitations a monté parce qu'on a envie de vivre au bord d'un fleuve. Tout ça, ça montre que, le conflit autour de l'écologie, le conflit pour un fleuve vivant, c'est pas un conflit contre les hommes, c'est un conflit pour une autre relation des hommes et de la nature. Cette nouvelle forme de relation au fleuve, c'est une crue qui se propage vers l'aval. Portée par la voix du prince Philippe d'Édimbourg, président du WWF, le Fonds mondial pour la nature. Sur le site du Bec d'Allier, il proclame « Vive la Loire sauvage !» À l'automne 1988, un article paru dans un magazine à très grand tirage, Ça m'intéresse, met à la une la question de l'avenir du fleuve Loire. Le Sologno Bernard Desjeux en est l'auteur. Ce grand reporter, photographe et éditeur de beaux livres sur les fleuves du monde n'hésite pas à titrer « Vont-ils tuer la Loire ?» L'assassin en serait le président de l'EPALA, l'établissement public d'aménagement de la Loire et de ses affluents, le très puissant maire de Tours, qui régnait ainsi sur les élus de 6 régions et 16 départements. Plusieurs avantages à cette charte. Il a sorti une phrase géniale, il nous dit « Moi j'aime la nature, j'ai 200 jardiniers à Tours ». Donc il aimait la nature en pot de fleurs, c'est clair. Et puis il était politique, purement politique par rapport aux autres qui étaient ingénieurs, qui étaient profs, qui étaient tout ça. Il savait ce que c'était qu'un combat politique, il savait comment dégommer un journaliste qui parlait trop et qu'il ne fallait pas qu'il cause. C'était un combattant, il avait son colt sur la table. Et il savait très bien comment faire mousser quelque chose, comment être quasiment de mauvaise foi. Et donc il était redoutable. En face, Bernard Desjeux va à la rencontre des écolos, de la source à l'estuaire de la Loire. Par définition, une association, ce n'est pas des professionnels. Il y avait des profs, il y avait des facteurs, il y avait toutes sortes de gens qui se sont mis à comprendre le fleuve, comment ça va, comment ça a été fait. Ah, il y a 800 km de digue, donc le fleuve sauvage, c'est pas tellement sauvage. Il y a eu beaucoup de travail. Et des figures ont émergé de ce travail. La Nantaise Christine Jean, coordinatrice des associations régionales qui se fédèrent dans Loire Vivante, et reçoit ce titre le prix Goldman, le Nobel de l'environnement. Le biologiste Jean-Claude Demort, le Suisse Roberto Eplé, militant de toutes les causes européennes de défense des rivières, Martin Arnoux, en Haute-Loire, et l'Orléanais Bernard Rousseau. Rousseau est un scientifique, physicien au CNRS, pêcheur à la mouche aussi, et particulièrement percutant face à Jean Royer. Bonsoir, bienvenue à la... Le 12 décembre 1988, Jean Royer accepte de participer à l'émission de FR3, diffusée en direct sur les 6 régions concernées depuis les locaux de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Ce sera le seul débat contradictoire que le président de l'EPALA aura accepté. En conclusion générale, nous luttons contre 2 dangers. Le danger des très grandes crues, qui n'est pas contournable, il existe, siècle par siècle, par les barrages, et d'autre part, nous devons rendre de l'eau pendant les périodes d'eau basse pour permettre aux hommes de la consommer. Pour moi, c'était un tribun efficace, qui ne veut pas dire qu'il avait une grande cohérence, mais il avait une grande efficacité pour convaincre. C'est-à-dire, d'un autre côté, il faisait aussi assez peur. C'est-à-dire les élus, parce que c'était quand même un homme qui avait été ministre, qui était maire d'une grande ville, qui avait une conviction pas possible, voilà, il avait cet aplomb. Et en guise de réponse, Bernard Rousseau monte une nouvelle action spectaculaire, la marche pour l'eau dans l'été 89. Elle part du puits, aux sources. On a un brancard qui est porté à dos d'homme avec un réservoir de 20 ou 30 litres d'eau et on prélève l'eau du mont Gerbier-de-Jon et on remplit ce bocal. Et il est porté en étapes d'une dizaine de kilomètres. On invite la presse, les radios, les télévisions et puis on fait des prélèvements. Alors si bien que tout le long jusqu'à Nantes, eh bien, on se retrouve avec peut-être une vingtaine de prélèvements d'eau de la Loire et qui témoignent de l'état de dégradation de la qualité d'eau de la Loire.
Nous lisons tout de suite la couleur des bocaux. Vous voyez par exemple que quand l'eau est courante, vous avez des eaux qui se tiennent à peu près nettement mieux du côté de la source que du côté d'Orléans. Plus nous allons descendre, moins ce sera joli. Mais vous prenez les eaux des barrages, Grandjean et Villerest, et là, vous voyez la quantité d'algues. C'est pas pour rien qu'on a interdit la baignade. Alors la vraie question, c'est faut-il continuer à construire des barrages alors que ce problème-là pèse sur nos têtes ? L'autre démonstration majeure, c'est l'inutilité du projet de barrage situé au Veurdre, à la confluence de la Loire et de l'Allier, et présenté par les Palas comme remède miracle aux crues centenales de la vallée moyenne. Quand on commence à faire du calculatoire, on se dit, mais par rapport à une crue comme 1856, mais est-ce que l'on peut se protéger? Est-ce que le Veurdre, avec ses 120 millions de mètres cubes, peut protéger? Mais au fond, la question, pour une crue comme celle-là, 1856, quel est le volume d'eau qui transite à ce moment-là? Ah, c'est quoi? Quelques milliards de mètres cubes. Et donc c'est là où la performance de ce qui est proposé n'est pas à la hauteur. Alors c'est pour ça que depuis, bien sûr, on est revenu sur ces idées un petit peu simplistes. Cette mise en question aura en effet fissuré l'unanimité des élus et du gouvernement. En 1995, une équipe pluridisciplinaire est créée pour évaluer la pertinence réelle de ce barrage du Veurdre. À sa tête, un ingénieur de haut niveau, Nicolas Campus. On a montré qu'aujourd'hui, si vous voulez, entre Tours, Orléans, Blois, on avait 300 000 habitants en zone inondable, qu'on inondait quasiment certainement, qu'on avait 15 000 entreprises dont plus de 95% avaient moins de 25 salariés, donc des tissus économiques fragiles. On avait tout un réseau EDF, gaz, routes, etc. qui serait endommagé. Et tout d'un coup, on a découvert effectivement l'ampleur que représenterait une inondation et le défi après de se relever et de redémarrer. On a commencé par regarder là où les digues étaient fragiles. On s'est rendu compte qu'il y avait une douzaine d'endroits où aujourd'hui, Veurdre ou pas Veurdre, l'eau passait par-dessus les digues à des points précis. Et ensuite, on a dit il faut effectivement, là où on sait que l'eau va rentrer dans les valles par-dessus les digues, que l'on fasse ou non l'ouvrage évacuateur du Veurdre, il faut réfléchir à des déversoirs. Si on arrive à faire tout ça et qu'on a les moyens financiers, après, effectivement, l'ouvrage évacuateur du Veurdre apportera un bénéfice. Mais il apporte un bénéfice relatif qui est de 20 à 80 cm suivant l'endroit où on est. Sur une crue de combien? Sur une crue qui monte à 7,50 m, entre 6 m et 7,50 m. Autant dire que les conclusions de cette étude jettent un froid chez les bétonneurs. L'État reprend alors la main et c'est Michel Barnier qui acte une révolution culturelle. Il s'agit de vivre non plus sans le fleuve ou contre lui, mais de vivre avec lui, en le respectant. Il ne s'agit plus dès lors de construire de nouveaux barrages, mais au contraire d'en détruire certains pour permettre aux rivières de retrouver leur équilibre naturel. Mais ce fut au bout d'une bataille de 10 ans, la bataille de la Loire, une victoire majeure des écologistes au XXe siècle, oubliée aujourd'hui, mais saluée par l'UNESCO par sa reconnaissance du fleuve comme patrimoine mondial.